Oui, merci. J'espère que cette fois-ci, on va aller jusqu'au bout de nos On ira échanges. jusqu'au bout, ne vous inquiétez pas. Voilà, bien. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai toujours évolué en marge de la politique. Jusque-là, j'étais un simple haut cadre d'administration centrale. Je ne me mêlais pas de politique parce que je ne trouvais pas ce qui se faisait attractif. C'était pour moi très répulsif. Mais aujourd'hui, si je suis candidat, c'est parce que je suis conscient, hein, même si je regarde la politique à distance, j'étais conscient que notre pays, depuis 90, avait décidé de s'engager dans un processus démocratique qui avait fait quelques progrès et qui est resté coincé au niveau du point culminant de cette évolution, c'est-à-dire en ce qui concerne l'alternance au pouvoir par les urnes. D'accord. Voilà, donc toutes les élections présidentielles étaient des mascarades. Tout le monde le savait. C'était comme on disait en anglais, the elephant in the living room. Donc tout le monde savait que c'était des mascarades et personne ne voulait en parler. Le pouvoir a mis beaucoup d'argent pour acheter des consciences et c'est allé comme ça de Bongo père à Bongo fils. Alors avec le coup d'État qui a eu lieu, ce qu'ils ont appelé coup de libération, nous avons tous pensé que une nouvelle page de l'histoire de notre pays allait être écrite, qu'on allait tourner la page des années sombres du régime Bongo PDG. Donc nous avons tous applaudi et vraiment j'étais content de savoir que euh, Ali Bongo, dont tout le monde savait qu'il n'avait plus les capacités pour diriger le pays, avait été déposé par des militaires qui avaient donné leur parole qu'ils allaient tout faire pour que les civils reviennent aux affaires après qu'ils aient assaini les choses pour qu'une véritable élection libre, claire et transparente arrive, soit organisée. Mhm. Donc, ils ont ouvert une période de transition qu'on croyait qu'elle durait jusqu'au 30, hein, au 30 août prochain. Mais ils ont précipité les élections. Et lorsque on sentait qu'on arrivait au terme de la transition, les acteurs politiques qui ont repris la scène m'ont dégoûté parce que c'était vraiment les mêmes qui revenaient, comme si le pays n'avait personne d'autre à part ces gens-là. Alors, depuis la mort de Bongo Père, on assiste à un système où ceux qui ont tué le pays se présentent maintenant comme des sauveurs. Voilà, ça a été que ça, Ali Bongo, Mbobam. Alors, ils étaient ensemble avec Bongo, ils n'ont rien arrangé, ils n'ont pas développé le pays. Bongo meurt, bon, maintenant ils se font la guerre, ils viennent, voilà, chacun se présente et c'est les Gabonais qui sont là comme des moutons qui doivent venir arbitrer des querelles de palais et tout ça. Alors, on arrive maintenant à la fin de cette transition, c'est un peu la même chose. Donc, moi, je suis de ceux qui pensent que si cette transition doit déboucher sur le retour au pouvoir des gens qui ont mis le peuple dans ce chaos et qui prétendent venir le sauver aujourd'hui, c'est qu'on aura fait tout ça pour rien. Ça va dire qu'on est vraiment là en train de consacrer encore une nouvelle mascarade. Hein, et c'est le peuple gabonais qui est le plus grand perdant. Et quand je dis le peuple gabonais, c'est moi-même aussi, parce que je ne suis pas sûr qu'avec des gens comme ça au pouvoir, après ma carrière, je trouverai un système de sécurité sociale capable de m'encadrer durant mes vieux jours. Donc, alors, et comme je ne suis pas de ceux qui aiment critiquer dans les maisons sans rien faire, moi j'ai toujours été un homme d'action, même si ce n'était pas dans le cadre politique, mais je suis un homme d'action. J'ai pris mes responsabilités, hein, parce que franchement, de vous à moi, vous connaissez les 4 candidats qui ont été retenus. Alors, sur les 4 candidats qui ont été retenus, vous voyez bien que il y a 3 là qui sont des vieux de la vieille, alors qui ont géré avec Bongo père et Bongo fils. Alors, s'ils voulaient faire le bonheur des Gabonais, ils l'auraient fait depuis longtemps. Ils auraient tout le temps pour faire ça. Hein, parce que pour avoir travaillé avec Bongo Père, et les trois, il n'y a pas un seul qu'on peut enlever dedans. Hein. Ils sont tous trois à Mais avoir. on va arriver à cette question-là. Moi, ce que je veux comprendre, c'est, vous disiez qu'à l'époque, vous ne vous êtes pas prononcé par rapport à comment les choses étaient organisées. Vous saviez que, bon, ils n'ont jamais organisé des élections pour les perdre.
est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que M. Oligui, par exemple, organise une élection pour la perdre? Est-ce que vous êtes confiant du processus électoral mis en place? Est-ce que vous pensez que vous allez à une élection où vous pourrez être gagnant pour pouvoir changer le pays? C'est quoi exactement? Parce que je suis un peu perdu à ce niveau-là. Mais madame, la première chose, c'est déjà d'éviter que ce soit les mêmes qui soient encore des candidats. Parce que si on veut vérifier que les militaires ont fait vraiment un travail qui visait à corriger les errements du passé, il faut bien qu'on vérifie si l'élection est libre, crédible et transparente. Bon, le fait que je sois candidat prouve de moi que l'élection est libre, parce que personne ne m'a empêché d'être candidat. Moi, j'ai rempli tous les critères et je suis candidat. Maintenant, est-ce que cette élection est crédible et transparente? Mais on va l'apprécier pendant le processus. Or, si je n'étais pas candidat, n'est-ce pas? Et si on donnait un résultat astronomique là-bas dans les urnes, comment on devait faire pour savoir si c'est faux ou c'est vrai? Il faut bien qu'ils aient des adversaires de taille pour qu'on vérifie si ce qu'ils disent est vrai. Maintenant, si vous éliminez ma candidature, mais ça devait être le saint contre le diable. Vous avez vu comment cette campagne a commencé, c'était un peu ridicule. On avait d'un côté le saint qui nous a libérés de je ne sais quoi, et puis le diable, celui qui porte tous les péchés du régime déchu. Bon, alors, donc vous voyez que si vous enlevez par exemple ma candidature et celle d'Iloko, mais vous auriez un scénario bizarre quand même. Hein? Vous auriez un scénario. Mais il ne faut pas oublier que M. Iloko a également été au PDG, il a été porte-parole du PDG, il a été. C'est un vieux de la vieille, comme vous l'avez dit. Donc, je voudrais vous poser la question, parce qu'il y a une question qui revient fréquemment. Après, si vous estimez que vous n'avez pas eu trop de temps pour vous exprimer sur une question, vous me dites, je vous redonne la parole. Non, il n'y a pas de souci. Non. Moi, c'est répondre à vos interrogations. Si vous avez la réponse qu'il vous faut, moi, ça va. Hein. D'accord, ok. Donc, il y a une question qui revient fréquemment là. Les Gabonais se posent la question de savoir où est-ce que, si ce n'est pas trop indiscret de vous le demander, où est-ce que vous avez eu les 30 millions de caution? Bien. Où est-ce que j'ai eu les 30 millions de caution? La réponse est très simple. Au moment où je suis rentré de Londres, je savais que les choses avaient été précipitées et qu'on ne nous ferait pas de cadeau à cette élection. Donc, je suis venu, j'ai demandé un crédit à ma banque, la BC, qui est devenue, si c'est AFG, c'est plutôt quoi là. Le crédit a été monté par un agent de la banque. Je pensais que j'avais fourni tout ce qu'on m'avait demandé. Et puis, à la dernière minute, on m'a fait savoir que je ne peux pas obtenir ce crédit. Et moi, ayant compris un peu qu'on allait être verrouillé à tous les niveaux, on avait déjà prévu un plan B. Parce que lorsque je me suis présenté candidat, j'ai eu le soutien de ma femme et de ma famille. Donc, ceux qui m'ont permis de regrouper les 30 millions, c'est 3 couples, ma femme et moi, ma soeur et moi, et ma fille et son, ma soeur et son mari, et ma fille et son copain. Donc, vous voyez là que c'est 3 couples qui se sont saignés pour trouver ces 30 millions-là, et qu'on a dû verser à la CDC le dernier jour. Et heureusement que la CDC a travaillé aussi samedi. Donc, c'est à 17h qu'on a pu recouper cette somme. Et je me suis rendu à la commission. Il était, je crois, 17h30. Je croyais même être le dernier candidat. Mais, grand était ma surprise de constater qu'il y avait d'autres candidats qui nous rejoignaient, alors que les candidats qui étaient passés en matinée, parmi ceux-là, on déclarait déjà, je crois, 4 qui étaient sur 9. J'avais déjà un premier bilan à mi-parcours où on parlait de 9 candidatures déclarées avec 4 retenues. Alors moi, quand je suis passé, j'ai présenté mon dossier et les gens de la commission ont constaté que le verrou qu'ils avaient mis pour décourager les nouveaux politiciens que nous sommes, le verrou de 30 millions, mais moi j'avais pu faire sauter ce verrou. Donc c'est l'occasion pour moi encore de remercier les femmes, parce que comme on dit, ce que femme veut, Dieu le veut, et comme on dit derrière... Donc, monsieur Laponcé, on va aller doucement, on a le temps. Donc, ouais, en fait,
Oui, mais parce que, voilà, c'est grâce à ces trois femmes-là qui ont compris que en face, on avait des gens qui voulaient étouffer les autres par tous les moyens. Hein, parce que cette caution-là, elle était de 10 millions. Pourquoi ils l'ont multipliée par 3? Ils ont fait ça Ok, exprès. moi je veux bien, je veux bien. Ce que je veux qu'on soit clair pour que ce soit en fait limpide pour tout le monde. Donc, Ouais. vous avez demandé à la BICIC de vous octroyer un crédit de 30 millions. Votre demande a été rejetée et vous êtes rabattu du côté de votre famille. Donc, Ma famille m'a soutenu, oui. Ma famille voilà. m'a soutenu. Donc, votre famille vous a soutenu. C'est un couple de c'est trois couples qui ont, C'est-à-dire, qui ma se sont, mémoire, qui se sont cotisés pour ouais, que vous ayez la belle somme de 30 millions pour pouvoir vous permettre de candidater à cette élection présidentielle-là. C'est exactement ça. exactement ça. Très bien. Maintenant, après, moi, je plante le décor. Hein. Après, je vais faire monter les panélistes qui vont vous entretenir chacun à son tour par rapport à plusieurs questions. La transition. Il y a eu le coup Ouais, d'État le 30 août 2023. ouais. Aujourd'hui, nous acheminons petit à petit vers la fin de la transition. En fin de parcours comme ça, quel est le bilan que vous faites de cette transition de façon générale? Et puis peut-être, vous pourriez nous parler de l'état de droit, de la restauration des institutions. Je vous donne la parole pour que vous nous fassiez un bilan vraiment succinct de cette période de la transition. Ce que vous en pensez? Bien. D'abord, moi, je suis de ceux qui ont applaudi la transition parce que la mascarade de l'élection du président déposé, c'était un peu trop grossier quand même. Hein. C'était grossier. Donc, je suis de ceux qui ont applaudi la transition. Maintenant, leur l'engagement de départ des militaires, c'était de restaurer les institutions. Et aujourd'hui, si on regarde le travail qui a été fait, on peut avoir des insatisfactions. Des insatisfactions parce que autant j'ai applaudi la transition, autant je trouvais que la restauration des institutions n'a pas été bien faite. Parce que lorsque vous restaurez quelque chose, vous le remettez à l'état. D'accord? On vient d'assister à la restauration de l'église Notre-Dame de Paris. Sauf qu'ils n'ont pas conçu notre église. Hein. Ils ont restauré l'ancienne église. Alors, moi, je pensais qu'en matière de restauration des institutions, il s'agissait simplement de remettre en l'état toutes les dispositions de la Constitution qui avaient été dénaturées pour permettre au régime qui a été déposé de se maintenir au pouvoir ad vitam aeternam. Or, ce n'est pas ce qui a été fait. On a assisté à un renforcement injustifié des pouvoirs du président de la République, qui devient aujourd'hui président de la République et président du gouvernement, parce que il est assisté à ces postes-là de 2 vice-présidents, ce que je ne comprends pas, parce que avec les anciennes institutions, on était déjà dans une situation où on vivait une monarchie de fait, mais là encore c'est mieux, puisque on pouvait dénoncer ce comportement-là, puisqu'il n'était pas encadré par la loi. Aujourd'hui, la monarchie a été institutionnalisée, donc vous voyez bien que dans les anciennes constitutions, la première institution que vous avez, c'était du président de la République. Et ce président de la République, pendant longtemps, il était le seul qui partageait le pouvoir exécutif avec le Premier ministre, qui était le patron de la deuxième institution, qui était du gouvernement. C'était écrit comme ça. Donc, du président de la République, et on encadrait ses pouvoirs, et puis il y avait du gouvernement. Et puis, il fut un temps où les gens du PDG, avec leurs soucis de géopolitique et autres, je ne sais pas pourquoi ils ont tout fait pour inventer de toutes pièces le poste de vice-président. Alors, c'était du temps de l'ancien président Omar Bongo. Donc, on a créé un poste de vice-président de la République, et sans que ce dernier ait des attributions constitutionnelles. Il était une sorte de, je ne sais pas si c'est grand directeur de cabinet et tout, mais toujours est-il qu'il devait représenter le président de la République ou bien assumer les fonctions que le président de la République pourrait lui déléguer. Voilà. Et je me souviens, à la fac de droit, on s'est posé la question de dire, mais on était maintenant dans quel type d'exécutif? Est-ce qu'on était encore dans un exécutif bicéphale ou bien tricéphale et autres? Mais toujours est-il que on avait quand même le président de la République qui s'était doté d'un vice-président. Et au niveau du gouvernement, on avait le Premier ministre qui, par moment, avait un vice-premier ministre, par moment, ne l'avait pas. N'est-ce pas? Aujourd'hui, les deux sont confondus. Le président de la République, il est à la fois président de la République et président du gouvernement.
et il est assisté de 2 vices, donc un vice-président et un vice-premier ministre. Hein. Bon, vous voyez que c'est un peu incongru d'avoir un vice-premier ministre alors qu'il n'y a pas de premier ministre. Parce que pour avoir un vice, il faut qu'il y ait un titulaire. Donc, toujours est-il que le président de la République concentre les pouvoirs, mais vous remarquerez que lorsqu'il doit aller défendre la politique du gouvernement à l'Assemblée, c'est pas lui qui parle. C'est son sous-fifre là de premier ministre, de vice-premier ministre qui devrait aller défendre la politique du gouvernement. Donc, moi, je pense que c'était un renforcement inutile. Je crois que quand je serai président de la République, on va remettre les institutions. Nous allons les restaurer, c'est-à-dire que revenir à ces institutions que nous avons héritées du régime français de la Ve République, des institutions qui, jusque-là, ne nous avaient pas posé problème et qui avaient connu des évolutions qui procédaient des meilleures pratiques qu'on avait observées ici et là. Il vous souviendra que le Gabon avait déjà fait cette évolution d'avoir un quinquennat, de passer du septennat au quinquennat. Aujourd'hui, on est encore au septennat. Il vous souviendra que ce que nous voyons aujourd'hui comme avancée démocratique, c'est-à-dire que la limitation des mandats, c'est-à-dire un mandat renouvelable une seule fois, on l'avait déjà. Donc, s'il fallait restaurer, on devait donc remettre la disposition telle qu'elle était, c'est-à-dire que on ne pourrait plus être président de la République pour un seul mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Donc, quand je serai président, je remettrai ça parce que la vérité, et vous le savez, ce ne sont pas les institutions dans leur lettre ni dans leur esprit, n'est-ce pas, qui étaient mauvaises. C'est la pratique politique, c'est l'animation politique qui était mauvaise. Donc, on avait des gens qui voulaient s'éterniser au pouvoir ad vitam aeternam, dont les premiers ministres évitaient d'être révoqués par le président de la République. Donc, ils s'écrasaient totalement. Et puis, d'ailleurs, ils venaient du même parti. Ils étaient tous ce qu'on appelle aujourd'hui counabilistes, c'est-à-dire qu'ils préféraient remplir les poches et laisser le président faire ce qu'il veut, quitte à ceux qui se cassent la figure, c'est pas leur problème. Donc, ils ont refusé d'assumer les prérogatives qui étaient les leurs, comme le font les autres ailleurs. Vous savez très bien que la France a les mêmes institutions que nous, mais en France, on n'organise pas l'élection pour la gagner. On organise une élection pour que le meilleur gagne. Donc, et là-bas, en France, c'est pas parce que c'est vous qui avez organisé l'élection que c'est vous qui devez la gagner. Pourtant, on accusait ces institutions-là d'être des institutions qualifiées de la France qui ne tiennent pas compte de nos réalités et tout ça. Alors, vous savez bien qu'en France, lorsque vous avez fait un mandat et puis vous avez eu un deuxième, il ne vous vient plus à l'esprit de faire nos acrobaties à l'africaine ici, où on va trouver que, comme il a fait 2 mandats, c'est lui le génie qu'on ne veut pas perdre pour qu'il nous dirige ad vitam aeternam. Bon, les régimes où les gens sont au pouvoir ad vitam aeternam sont les régimes monarchiques. Donc ça ne sert à rien de venir faire ça dans une république. Alors moi, quand je serai candidat, je remettrai tout ça en place et je trouve que c'est mauvais d'avoir fait les choses comme ça. Parce que dans tous les régimes au monde, vous avez 3 principaux pouvoirs qui sont encadrés par les institutions. Vous avez le pouvoir législatif. Vous voyez bien qu'ils l'ont quasiment laissé en l'état avec un parlement bicaméral, alors que beaucoup avaient décrié le fait qu'il y ait un Sénat qui vient obérer les finances publiques inutilement, alors qu'on ne voit pas sa valeur ajoutée dans la production législative. Beaucoup l'ont dit, mais est-ce qu'ils ont tenu compte de ça? Non, ils ont laissé les choses en l'état. Ça ne veut pas dire que je suis pour la suppression du Sénat, mais il y avait une forte demande là, qui est restée inaudible. Vous avez le pouvoir judiciaire qui est resté en l'état, n'est-ce pas? La Cour constitutionnelle qui était qualifiée de tour de Pise, à part les personnes qui ont changé, mais les prérogatives restent quasiment les mêmes. Et rien ne je ne sais pas ce qu'on a mis en plus dans le dispositif constitutionnel pour que la Cour constitutionnelle qui va être mise en place après la transition n'ait pas des gens qui se transforment en tour de Pise, n'est-ce pas? Et je ne sais pas si on a mis des incompatibilités pour qu'il n'y ait aucun lien de parenté ou d'alliance entre celui qui assure la fonction de président de la République et le juge constitutionnel. Donc, vous voyez, il y a autant de choses comme ça qui peuvent décevoir. Bon, maintenant, en termes de points positifs, je crois que la transition a été menée sans aucune violence. Il faut le relever, sans aucune violence. Et contrairement à ce qu'on avait pensé qu'elle devait durer plus longtemps, elle a été
sa fin a été précipitée. C'est une bonne chose parce qu'il ne faut jamais rester dans des régimes de transition très longtemps. Après, on oublie qu'il faut après revenir à l'ordre constitutionnel. Alors, plus tôt on revient à l'ordre constitutionnel, mieux ça vaudra. Maintenant, pour revenir à l'ordre constitutionnel, et je reviens là-dessus, c'est pour cela que je suis candidat, je ne pense pas qu'il faudra revenir à l'ordre constitutionnel avec les mêmes qui ont causé tous ces troubles-là qui nous ont amenés à vivre une période de transition. Hein. Sinon, on va aller de coup d'État en coup d'État. Il faut bien qu'après cette transition, le nouveau Gabon que j'incarne se mette en place. Il faut qu'il y ait des hommes politiques neufs, des gens qui n'ont aucun lien avec le régime déchu, qui pourront amener une nouvelle pratique politique. Parce que le problème chez nous, c'est la pratique politique. Les dirigeants n'hésitent pas à jouer avec les deniers publics pour acheter les consciences. Il y a une confusion entre l'État et la personne, n'est-ce pas? Et ça, il faut l'arrêter très vite. Sinon. Ok, monsieur Essingol, vous dites que la transition s'est déroulée sans violence, n'est-ce pas ce que vous avez dit? Oui. D'accord. Que pensez-vous du cas de Lionel Stessi, Carl Stessi, pardon, un jeune Gabonais qui a été battu à mort par des corps habillés seulement parce qu'il avait été hors de chez lui à une heure où on disait que c'était une heure de couvre-feu. Que pensez-vous de Lionel, un compatriote gabonais vivant à Port-Gentil, qui a été également passé à tabac? Ah, je ne vous entends plus. Je n'entends plus. Vous m'entendez? Ouais. Ok, d'accord. Je disais que vous avez dit que la transition s'est déroulée sans violence, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, je vous pose la question. Que pensez-vous de Carl Stessi, ce Gabonais qui a été tué par des militaires sous prétexte qu'il avait été à l'extérieur de chez lui en heure de couvre-feu? Que pensez-vous du Gabonais Lionel, un compatriote vivant à Port-Gentil, qui a été passé à tabac par des corps habillés, sous prétexte également qu'il était à une heure de couvre-feu à l'extérieur de chez lui? Que pensez-vous comment il s'appelle, Johan Bunda, de la marine marchande, qui a été violemment tabassé par ses collègues militaires jusqu'à ce que mort s'en suive? Tout ça se passe pendant la transition. Que pensez-vous des syndicalistes qui ont été rasés parce que ils revendiquaient leur 13e mois? Que pensez-vous de Gaëtan Ayami qui a été exposé à Mwanda comme une bête de foire parce qu'il réclamait des meilleures conditions de logement? Tout ça, est-ce que vous qualifiez ça comme étant une violence ou bien comment qualifiez-vous ces événements-là? Vous avez la parole. Bien, merci. Allô? Oui, on vous entend. Hein? Vous m'entendez? Bien, madame, vous venez de mettre là en relief des cas qui ne peuvent être condamnés, des cas regrettables, n'est-ce pas, de compatriotes qui ont été malheureusement victimes, qui ont payé dans leur chair pendant cette période de transition. Mais lorsque je dis que la transition s'est passée sans violence, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de bavure, il n'y a pas eu de faute, qu'il n'y a pas eu d'actes condamnables. Non, madame, parce que même lorsque nous étions sous l'ordre constitutionnel, on avait ces mêmes faits-là, d'accord? Nous n'étions pas en transition lorsque Martine Oulabou Mbadinga, alors qu'elle faisait une grève pacifique, a perdu sa vie par les tirs des militaires. D'accord. Je crois que autant tout ce que vous venez de me donner comme exemple sont à mettre, n'est-ce pas, au passif de la transition, autant je ne peux pas affirmer globalement comme ça que la transition a été une période difficile à vivre pour le peuple gabonais dans son ensemble. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on aurait. Voilà, on va aller là-dessus. En quoi est-ce que où les gens sont fusillés, où on a des carnages ici et là,
Je me souviens un peu à l'époque en Côte d'Ivoire, si je ne m'abuse, on avait parlé, je ne sais pas si c'est un canal de Yopougon où on a découvert des corps, machin. Et souvent, les périodes de transition par les militaires sont à redouter parce que vous savez que ces gens-là, ils ont des armes. Et lorsque ils n'ont plus d'autres autorités, quand ce n'est pas la grande muette au sens classique du terme, c'est souvent difficile. Voilà, c'est pour cela que les régimes militaires sont craints dans tous les pays et c'est pour cela que lorsque les militaires accèdent au pouvoir, d'abord, tous les organismes internationaux condamnent l'accès au pouvoir par les armes. Les coups d'État sont condamnés. Pourquoi? Parce que ça ne participe pas de l'État de droit. Ce qui est demandé, c'est que la dévolution au pouvoir soit faite par des mécanismes démocratiques. Voilà. Et en général, quand les militaires arrivent, ils ont tendance à s'éterniser. Et comme ils ont la force armée avec eux, on peut craindre des dérapages plus importants que ceux que vous avez mis en évidence, même si on reconnaît que là, ils ont mal agi. Mais je ne pourrais pas dire que c'est suffisant pour moi de dire que la période de transition a été une période de violence pour le peuple gabonais. Bien au contraire, je vois le peuple gabonais qui va encore en masse pour applaudir les mêmes qui l'ont mal géré hier. Je ne comprends pas. Il y a comme un paradoxe entre le rejet qu'on a exprimé d'un régime et la facilité avec laquelle le peuple entoure ces gens-là aujourd'hui. Moi, je suis candidat, j'essaie d'apporter notre message, mais c'est pas avec moi que le peuple gabonais se balade. Donc, s'il se balade avec ces gens-là, c'est qu'ils ne les craignent pas. Donc, je peux quand même, tout en reconnaissant ces violences-là, qui ont frappé malheureusement certains compatriotes, mais je ne peux pas affirmer ici que la transition a été une période de violence pour le peuple gabonais. On ne peut pas dire que on va regarder, qu'on va dénoncer endoler la porte gentille de mille et mille cas où les militaires se terreur et tout ça. Monsieur Essigon, permettez-moi de poser la question, sinon après je vais perdre le fil. Si vous estimez que la transition c'est plus ou moins passé dans de bonnes conditions, qu'il n'y a pas eu de violence, ça veut dire que vous auriez pu apporter votre soutien à Monsieur Oligui pour la présidentielle de 2027 plutôt que de vous présenter comme candidat. Parce que quand vous vous présentez comme candidat, est-ce que vous reconnaissez en réalité que il y a beaucoup d'éléments qui sont négatifs. Or là, on a comme l'impression que vous présentez la transition comme une transition à la limite merveilleuse, qui a été faite sans violence. Ça veut dire à partir du moment que vous aurez pu tout simplement soutenir, par exemple, Monsieur Oligui Brice pour qu'il continue de gérer le pays comme il a géré la transition, par exemple. C'est une question, hein? Oui, mais c'est pas parce qu'on est au pouvoir et que on violente pas sa population qu'on la dirige bien. D'accord. C'est deux choses complètement différentes. Je vous ai dit que la transition a des faiblesses, que je vais commencer à relever des faiblesses de la transition. Donc, moi, je pense qu'il y a des choses que je veux corriger parce que Oligui ne les a pas faites comme moi j'aurais pu faire. Et puis, sa capacité à gérer l'État, sceptique, parce que lorsqu'ils ont fait leur coup d'État, j'ai vu avec quelle vitesse ils s'étaient agrippés sur le dos des civils qui avaient monté dans leurs limites. C'est bien beau de dire matin, midi et soir que c'est le CTRI qui a fait telle chose, telle chose, telle chose, mais si le CTRI avait fait toutes ces choses-là seul, pourquoi ils se sont embarrassés d'un gouvernement avec autant de ministres? Bon, parce que je crois que avoir géré la transition sans qu'il n'y ait pas de violence manifeste, c'est-à-dire généralisée, c'est-à-dire que un régime de terreur, parce que vous-même vous avez vu que lorsque au cours d'un couvre-feu, ils avaient pris des jeunes qu'ils avaient rasés sauvagement là. Une fois la population s'est renoncée sur ce fait, rapidement, les militaires avaient été rappelés à l'ordre pour éviter ce genre de choses qui ne mettaient pas en valeur. C'est pourquoi ils étaient là. Donc, ne pas exercer des violences sur la population, déjà des violences physiques, ça signifie pas que vous avez les compétences pour bien gérer un pays. Gérer un pays, c'est différent. Hein? Nous avons vu le docteur Omar Bongo, qui était apôtre de la paix. Il avait ce statut-là en Afrique, c'était un apôtre de la paix.
C'est pas pour autant qu'il a bien géré le Gabon. Tout le monde sait que le chaos dans lequel nous sommes là, c'est d'abord le système Bongo PDG. Voilà, donc c'est les deux choses qu'il faut dissocier, madame. Très bien. Sur ce, je vous laisse avec... on donne la parole, le Phénix, à Christian d'abord. Ok. Christian, vous avez la parole. Monsieur Essingon, est-ce que vous pouvez relever juste un peu votre téléphone parce que c'est un peu, le son il est un peu étouffé. S'il est posé sur quelque chose, il faut le mettre un peu en suspens. Là, Ok, bonsoir à tous. On va pas votre visage. Ok. Ouais, on essaye de faire au mieux là. C'est parfait. Là, c'est parfait. Ok, mon micro passe bien? Ça passe très bien. Ok, bonsoir à tous. Bonjour Monsieur Lapensée. Bon. Moi, je vais être un peu direct avec vous, tout en essayant d'être en essayant d'être le plus courtois possible, mais je vais quand même avoir des mots durs. Je ne crois pas aux politiciens spontanés. Vous dites vous-même que vous êtes un fonctionnaire depuis des années, que vous avez vu naturellement l'évolution du pays, des dictatures en place, notamment celle sous Omar Bongo, celle sous Ali Bongo, et là, la transition. Vous dites, selon vous, que la transition s'est relativement bien passée, mais comme par hasard, vous vous présentez à l'élection présidentielle. Aussi, vous nous dites que votre caution, du moins c'est votre famille qui vous a aidé à rassembler les fonds nécessaires. Moi, je vais être franc avec vous. Vous ne m'avez pas convaincu et je ne crois pas en ce que vous dites. Je ne crois pas non plus que vous soyez subitement épris d'un amour pour le Gabon, au point où, du jour au lendemain, vous vous présentez à une élection sans moyens, en pensant que vous allez gagner cette élection. Je pense plutôt, il y a deux hypothèses. La première hypothèse, c'est que pour mieux diviser l'électorat, s'il y a un électorat à cette présidentielle, je pense que vous avez été clairement fabriqué par le pouvoir, comme les pouvoirs précédents l'ont fait, hein, que c'est le pouvoir en place qui en réalité est derrière vous. Je pense également, donc ça c'est la première hypothèse, ou alors la seconde hypothèse, c'est que vous faites comme d'autres avant vous, c'est que vous vous présentez, vous essayez de faire du tapage en espérant attirer suffisamment l'attention pour que, après l'élection, que le pouvoir en place puisse vous réserver une place de choix ou quelque chose comme ça. C'est ce que je pense. Parce que vous-même, vous avez dit que vous avez travaillé longtemps aux impôts. Vous savez pertinemment que beaucoup d'entreprises venant du système qu'on qualifie aujourd'hui de Bongo PDG sont des entreprises mafieuses, des entreprises qui ont bénéficié de beaucoup de cadeaux fiscaux et autres. Si vous aimiez ce pays, je pense véritablement qu'à un moment donné de votre vie, de votre carrière, vous aurez pris vos responsabilités, comme par exemple Monsieur Sonko, qui lui aussi était aux impôts, l'a fait. Mais à aucun moment vous ne l'avez fait. Nous avons connu dans cette transition des crimes, hein, des tortures. À aucun moment vous êtes sortis dénoncer cela, attirer l'attention des Gabonais. Et jusqu'à ce soir, moi, et je sais que je parle également pour beaucoup de Gabonais, personne ne connaissait votre visage. Donc, je pense véritablement que vous n'êtes pas sincère. Ce n'est pas une insulte, hein. Encore une fois, je vous l'ai dit, je n'ai rien contre vous. Je ne vous connais pas, mais je ne pense pas que vous soyez sincère et je ne pense pas que ce que vous faites, c'est parce que vous aimez le peuple. Je pense véritablement que vous êtes là pour diviser les voix des Gabonais, pour ceux du moins qui croient en cette élection et qui vont voter. Je pense également que vous êtes là pour donner une légitimité à cette élection au point de vue de la communauté internationale. Parce que le pouvoir en place a besoin de ça, a besoin de montrer que cette élection est démocratique. Donc voilà ce que j'avais à dire. Ce ne sont pas des questions en tant que telles, mais c'est le sentiment que vous m'avez donné depuis le début et aujourd'hui encore plus maintenant que je vous écoute. Je voulais même pas monter parce que, comme j'avais dit à Princesse la dernière fois, tout ce qui concerne là cette élection, comme je ne me sens pas concerné, j'ai même pas envie de participer. Mais
quand l'imposture est quand même trop flagrante, je pense qu'il faut le dire. Encore une fois, vraiment, j'ai essayé d'être direct, sans vous manquer de respect, mais je pense que nous parlons de politique et il faudrait aussi qu'on puisse se dire les choses clairement. Merci et bonne soirée à tous. Ok, je vais attirer l'attention des personnes qui sont en commentaire, hein. Les amis, il faut qu'on soit sérieux. Christian s'est exprimé, il a dit ce qu'il pense, mais je pense avec beaucoup de courtoisie. Vous n'avez pas besoin d'être aussi désagréable dans les commentaires, sinon on va bloquer les commentaires. Même si on reste 100 personnes sur le live, c'est pas un problème. Soyons sérieux. Donc, monsieur La Pensée, vous avez quelque chose à dire par rapport à ce que monsieur Rekula vient de dire? Oui, déjà, je voudrais remercier Monsieur Ricola pour la sincérité de ses propos. Hein. Et je dois dire que dans le contexte gabonais, il a tout à fait raison. Parce que combien de fois les gens ont été désabusés par des menteurs là, qui se levaient du jour au lendemain, qui se déclaraient politiciens. Pourquoi ils ne penseraient pas comme ça quand on sait que cette élection s'organise un peu sur les bases, enfin, s'apparente un peu à une élection où les favoris semblent être encore ceux-là qui ont mis le pays dans le chaos. C'est pour cela que je parlais du paradoxe de tout à l'heure. C'est-à-dire que les Gabonais veulent changer le pays, mais avec les mêmes qui les ont mis dans cette situation-là.